sans l'attachement, l'amour s'éteint. On cesse d'aimer, ou alors on s'engourdit, ou alors on a une habituation, c'est-à-dire qu'on n'en prend même plus conscience. Quand on passe de l'un à l'autre, on fait durer, vous l'avez dit vous-même, on fait durer le lien affectif, on l'entretient. Les rituels donnent forme, chacun respecte l'autre, la demande, le refus, ça peut faire partie aussi des relations d'attachement, mais surtout on crée une structure interactive entre deux êtres vivants qui ne se désirent pas forcément en même temps. Il y a une lecture qui pour moi est vraiment exaltante, c'est lire les livres de Boris Cyrulnik. Et c'est pour ça que je le reçois aujourd'hui, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il permet à deux êtres humains de tisser une relation pour de bon. Et grâce à un travail vraiment très ample, à la fois en éthologie, en neurosciences, en études du comportement, en psychologie, Boris Cyrulnik éclaire de manière absolument, je veux dire, renversante. J'ai été complètement renversé de notre dialogue très ample, très profond, sur vraiment qu'est-ce qui se passe entre le moment où on tombe amoureux et le moment où on tisse une relation, qu'est-ce qui se joue dans une relation, comment dépasser le sentiment, la peur de l'abandon, de ne pas être à la hauteur, nos colères, la jalousie. Vous allez voir, c'est sur dialogue et c'est passionnant. Je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale école de méditation dans le monde francophone et auteur de nombreux livres, dont La magie de l'ordinaire, qui est un éclairage aussi sur le sens de l'amour et de la confiance, comment trouver de la confiance pour de bon dans notre vie en partant de notre expérience la plus ordinaire pour y découvrir l'extraordinaire. Bonjour Boris. Bonjour. Je me réjouis profondément de vous recevoir de nouveau, tant votre pensée fait vraiment réfléchir et est d'une grande ampleur. Et j'ai, je dois dire, beaucoup de plaisir à vous lire et rentrer dans ce que vous nous demandez d'essayer de considérer. Alors, ce que vous nous demandez de considérer avec ce nouveau livre, c'est de questionner la polysémie du mot amour et d'arriver à faire la distinction entre le sentiment amoureux et l'attachement, ce qui est déconcertant à première vue, parce que pour nous, on a l'impression que aimer, c'est être amoureux. Et vous dites, faut être plus précis que ça si on veut être un être humain solidement ancré sur cette terre. Alors, le point de départ de ces 40 ans de réflexion, pas tout seul, avec plusieurs équipes, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'amour est une émotion. Aucune émotion n'est durable. Ça ne veut pas dire que ça s'éteint. D'où le titre du livre, quand on tombe amoureux, on se relève attaché parce qu'on ne tombe pas attaché. On tombe amoureux. Et on ne tombe pas attaché parce que dans le sens... Alors là, c'est un sentiment. L'attachement est provoqué par une représentation et par le tissage d'un lien quotidien qui n'est pas toujours conscient. Le simple fait de se côtoyer, on n'a pas conscience qu'on se côtoie et pourtant ça nous imprègne. Le fait de se côtoyer, c'est une familiarisation des informations. Or, il faut des ruptures. Si une information est toujours la même, c'est une habituation. On n'en prend pas conscience. Pour prendre conscience d'une information, il faut qu'il y ait une autre information, une rupture. Et donc, si on ne peut pas être amoureux tout le temps, mais on peut faire évoluer l'émotion amoureuse en tissage d'un lien, et ça, c'est durable. Et ça explique pourquoi il est nécessaire d'apprendre à raisonner en termes oxymorales. Je ne sais pas si on peut dire ce mot, comme un oxymore. Vous mettez une planche comme ça, elle tombe. Vous mettez deux planches comme ça, elles se transforment en abri. Elles ont une fonction. C'est-à-dire que le fait que quelque chose provoque une émotion, pour que ça dure, il faut qu'il y ait une opposition, quelque chose de différent, l'attachement différent, opposé et associé. Et là, on peut aimer
100 ans, puisque notre espérance de vie promise, biologiquement, par la génétique et dans la Bible, notre espérance de vie, c'est 120 ans. Alors, on va revenir là, donc, à ces deux aspects un peu surprenants. Donc, être amoureux, vous dites, c'est juste une émotion. Donc, on ressent quelque chose, mais on ne peut pas construire dessus. Et donc, l'idée qu'il faut rester amoureux toute sa vie est au fond, une idée un peu naïve. Ça, vous êtes d'accord sur ce premier point? Mais oui. Alors, le deuxième point, l'attachement. Donc, on va... Peut-être certaines personnes qui suivent ma chaîne savent un peu ce qu'est l'attachement, mais on va partir de... On va réexpliquer. Le mot est un peu bizarre. Le titre est un peu bizarre de votre livre, parce qu'on n'a pas envie d'être attaché. Qu'est-ce que ça veut dire, être attaché? Alors, on n'a pas envie d'être attaché avec des... C'est vrai qu'on n'a pas envie d'être attaché, mais citez-moi l'existence possible d'un seul bébé qui pourrait survivre sans attachement. Donc, attachement, ça veut dire un lien profond qui se reconstruit et qui fait qu'on est attaché, mais pas comme avec des cordes, c'est plutôt un lien qui me permet de me sentir soutenu. Oui, c'est ça. C'est Bowlby qui a proposé le mot attachement. Il aurait pu proposer soutien, mais soutien, c'est bref. Alors qu'attachement, c'est un lien qui s'inscrit dans notre mémoire biologique, qu'on peut photographier en neuroimagerie, qu'on peut doser, qu'on peut rendre observable scientifiquement, alors qu'on croit que c'est quelque chose d'éthéré. C'est dans la matière cérébrale. Et dans la matière cérébrale, c'est provoqué par notre relation durable, où notre cerveau est sculpté par la relation. Donc l'attachement, on va venir, c'est d'abord découvert dans la relation de l'enfant et d'un adulte qui lui permet de se déployer. Mais quand on est adulte, dans la relation que nous pouvons avoir avec un autre être, nous continuons à avoir besoin de cette même disposition qu'est l'attachement. Donc là, l'étude de l'enfant et l'étude, disons, du cerveau permet de mettre en avant quelque chose de vraiment fondamental. Et on peut dire que votre travail, c'est un élargissement de la découverte de Bowlby de l'attachement, de l'élargir à l'ensemble de la compréhension de l'être humain. Tout à fait. C'est la poursuite de ce que Bowlby a initié. Mais maintenant, on a les moyens techniques, on a les capteurs techniques qui nous permettent de défendre cette idée. Et l'attachement libère. C'est un oxymore, c'est-à-dire que si je ne suis pas attaché, je suis errant. Et au Moyen-Âge, le concept d'errant, c'est une forme de folie. Donc je suis errant, je peux partir n'importe où, je peux être pris par un gourou, je peux mourir, ça n'a aucune importance, je peux vivre, ça n'a pas plus d'importance, tout se vaut. En revanche, si je tisse jour après jour, je tisse un lien d'attachement, il peut y avoir des tissages de formes et de couleurs très différentes, mais si je tisse avec une figure d'attachement, un lien quotidien, ça me libère, puisque le fait de me sentir soutenu, c'est le mot que vous avez proposé, le fait de me sentir soutenu me donne de confiance en moi, puisque j'ai confiance en elle, elle a confiance en moi, j'ai donc une valeur, et ça me donne le courage et la force d'explorer, de la quitter momentanément, parce que si elle n'est plus là dans le contexte, elle est là, imprégnée biologiquement dans ma mémoire, et elle est là parce que j'ai acquis à son contact un style affectif, une manière d'aimer qui caractérise notre relation, notre structure. En se méfiant du contresens habituel que provoque le mot structure, c'est pas métallique la structure, c'est une interaction constante qui évolue quand les organismes évoluent et quand le contexte évolue. Et là, les gestes que je viens de faire, c'est l'ontogenèse. On a un point de départ forcément biologique. Quand un spermatozoïde rentre dans un ovule, ça donne un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame ou un chevalier gambette. Donc il y a un déterminisme génétique. Mais ce déterminisme génétique s'efface
dès les premières divisions cellulaires, sous l'effet des pressions du milieu. Et là, dans le milieu, on joue un rôle, on a un degré de liberté, puisqu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Alors ça, c'est pas du tout une notion acceptée. C'est une notion qui désoriente beaucoup de gens. On a une forme de liberté quand on est attaché, parce que elle me donne, je dis elle, parce que c'est plus facile pour moi de raisonner, quand elle me donne confiance en moi, quand elle est là, je me sens bien. Donc quand elle est là, j'ai confiance en moi, donc je peux tenter une aventure humaine. Et si elle n'est pas là, je suis désorienté, je suis prisonnier de l'angoisse, puisque l'angoisse, c'est le contraire de la peur, presque. Hein. La peur, j'ai peur des chiens qui mordent, j'ai peur de la maison qui va s'effondrer, j'ai peur... Il y a un objet qui désigne la peur, alors que l'angoisse, je sais que je vais mourir, mais je ne sais pas où, ni quand, ni comment. Il y a un danger qui me menace et je ne peux pas l'affronter puisque je ne sais pas d'où il vient. Alors que la peur, je peux l'affronter, je peux m'enfuir, j'ai des mécanismes de défense, dirait notre père Freud, j'ai des mécanismes de défense et l'attachement me donne une certaine stabilité, avec l'illusion de l'identité, fait que je sais que je me sens bien quand elle est là, donc je peux partir sans me détacher. Elle n'est plus là dans le contexte, dans le réel, dans l'immédiat. Elle est là, elle s'est imprégnée dans ma mémoire, et ça, quand vous me poserez des questions sur les neurosciences, on le dose et on le rend visible avec la neuroimagerie actuellement. Donc pour sentir que je peux me sentir libre, sortir d'un monde un peu de mon confort, prendre des risques, il faut que de l'autre côté, j'ai senti cette dimension sécure. Exactement. Et il y a une dialectique ici entre la dimension sécure et la dimension insécure, ou d'aventure, ou de rencontre, ou de dépassement de soi. Et ce qu'on a souvent du mal à penser, c'est qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voilà. Et que l'attachement, c'est penser cette dialectique fondamentale. Sans cette dimension sécure, je ne peux pas rencontrer un autre, voilà. Pour de bon. Je ne peux pas rencontrer, je suis auto-centré. C'est quand même paradoxal, parce qu'on aurait l'impression que si je suis attaché et que quelqu'un est là pour moi, c'est un peu auto-centré. Non, c'est ça qui va me permettre de m'ouvrir à l'altérité. Voilà. Alors Edgar Morin parle de dialogique, mais vous avez employé le dialectique, pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas une altérité, je deviens personne. Ça, c'est fondamental. Et pour que je devienne moi-même, j'ai besoin d'une altérité. Alors, au cours de mon développement, c'est le corps de ma mère, l'altérité, où je commence déjà à sentir ses émotions. Je ne sens pas ses idées, mais ces émotions sont médiatisées par des substances de l'émotion. Cortisol, catécholamines, qui nous font rougir, pâlir, accélérer le cœur, avoir des syncopes, des vertiges. Les émotions agissent sur nous. Et les émotions sont transmises par le corps de la mère. Quand notre mère est anxieuse ou en colère, elle sécrète les substances du stress, le cortisol et les catécholamines. Il y en a d'autres, mais c'est les plus fiables et les plus faciles à doser. Et ces substances franchissent la barrière du placenta, que le bébé déglutit du liquide amniotique bourré de substances du stress, qu'on dose. Et quand le bébé arrive au monde, il a des dysfonctions cérébrales provoquées non pas par la mère, mais provoquées par le malheur de la mère. C'est-à-dire c'est la relation et le contexte culturel de la mère qui fait que beaucoup de bébés aujourd'hui ont des dysfonctions cérébrales qu'on peut photographier. Donc là, c'est aussi un point très subtil, très important du livre, c'est que vous montrez que l'enfant a besoin d'une relation sécure pour pouvoir se développer, s'ouvrir à l'altérité, mais cette relation sécure dépend non pas simplement de la mère, comme on pourrait le réduire, ça vous aide vraiment, mais du contexte général. Et vous insistez beaucoup tout au long du livre, et tout au long de votre pensée, que en cas de violence que subit la mère, de violence sociale, violence politique, violence familiale, ce nouage central s'effectue mal ou ne s'effectue pas.
Alors, il s'effectue mal, ça provoque une dysfonction cérébrale et ça met au monde des enfants qui se développent difficilement. Parce qu'ils partent avec déjà une dysfonction facile à récupérer. Plus on intervient tôt, plus la fabuleuse plasticité des neurones fait que je faisais des électros. J'ai travaillé avec Shaul Harel à Tel Aviv et il avait fait une population de 170 femmes enceintes palestiniennes et israéliennes, puisqu'à cette époque-là, les Palestiniens consultaient dans les hôpitaux israéliens, encore aujourd'hui. Et ces 170 femmes, qui consultaient pour syndrome psychotraumatique à cause de l'ambiance, de la réalité politique aujourd'hui, elles ont mis au monde 170 bébés qui avaient une atrophie du système limbique, c'est-à-dire les 2 anneaux à la face interne du cerveau, socle neurologique de la mémoire. Ces enfants, donc, étaient arrivés au monde altérés, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, c'est-à-dire la violence conjugale, la guerre, la précarité sociale, un tremblement de terre. On ne peut pas rendre les mères responsables. C'est assez rare qu'une mère soit responsable, provoque un tremblement de terre. Mais donc il y a des causes hétérogènes qui font que la mère stressée médiatise son stress par des substances qui altèrent le cerveau du bébé qu'elle porte. Plus on intervient tôt, plus l'incroyable, fabuleuse plasticité des neurones d'un bébé fait qu'on obtient un processus de résilience en quelques jours. La réparation commence en quelques nuits, 2 nuits. Mais si on n'intervient pas, cette dysfonction devient structure, et dans ce cas-là, la résilience est de mauvaise qualité ou difficile. Donc on voit toutes les conséquences de votre travail. Il y a une question politique, et puis il y a une question sociale de comment on accueille. Mais on va creuser cette histoire d'attachement. Mais revenons à la question de point de départ de la relation amoureuse. Je tombe amoureux, c'est une émotion, ça ne peut pas être durable, et il peut y avoir là une forme d'aveuglement si je reste que dans la relation amoureuse. Pourquoi ? Comment articuler le fait d'être amoureux et la question de l'attachement dans le couple ? Alors voilà, ça c'est le thème du livre, c'est l'hypothèse que je propose, qui est argumentée, mais c'est exactement ça. Aimer, c'est un mot incroyablement polysémique, hein. Aimer, je peux aimer d'amour, mais l'amour me cogne, il frappe. J'étais bien, j'étais pas amoureux, tout d'un coup je la vois, c'est elle. C'est pas une autre, c'est celle-là, c'est elle. Si c'est pas délirant, ça. Et pourtant, je suis plein, rempli d'elle. Je pense, je vais être près d'elle, la regarder, lui parler. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas vivre sans elle. Alors que dans l'attachement, je peux vivre sans elle. La confiance qu'elle me donne en elle et en moi fait que je peux vivre sans elle, sans me détacher. Puisqu'elle est là et là. Vous êtes assez critique, au fond, sur le sentiment amoureux. C'est pas une critique, je crois que c'est un constat. C'est pas une critique, c'est comme ça. Quand un enfant a été isolé précocement et qu'on voit au scanner de ville, on voit l'atrophie cérébrale localisée parce qu'il n'a pas été stimulé par les émotions amoureuses, on voit l'atrophie cérébrale au scanner de ville. On le voit encore mieux à la neuroimagerie, surtout les dernières machines qui viennent d'apparaître, on voit les neurones s'accoler sous l'effet des pressions du milieu. On voit les Américains parlent de sentiers de neurones. Freud parlait de frayage. Il parlait Freud était neurologue. Il parlait de frayage. Et on voit que ces frayages, ce circuitage du cerveau, cette sculpture cérébrale est faite par les pressions du milieu sur lesquelles on peut agir. Si on n'agit pas, on est soumis. Si on laisse un enfant abandonné seul, il va s'adapter à cette privation affective, à cet appauvrissement du milieu. La seule information qui va venir, c'est une information qui vient de son corps, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Il n'a personne à qui regarder, à tendre les bras, faire un babil pour se préparer à la parole. Il n'y a que lui. Donc, les seules informations d'un enfant sans affection, c'est les stimulations autocentrées. Il se balance, il se mord, il se griffe
Stimulation, il n'y a pas d'altérité. Il se griffe. Si on intervient tôt, hop, ça se recircuite très vite et il peut reprendre un autre développement, puisque ça a été altéré par la dysfonction. Mais il peut reprendre un autre bon développement. Donc ça veut dire qu'il faut s'entraîner à ne plus raisonner en termes de une cause provoque un effet, comme nous apprennent les scientifiques. Les scientifiques disent qu'il faut faire une hypothèse, et puis ensuite il faut faire une méthode expérimentale, où votre ami Descartes a joué un grand rôle. Il faut faire une méthode expérimentale, il faut faire des séries, les valider statistiquement, et on obtiendra une représentation momentanément tenue pour vraie. La science ne dit pas toujours la vérité, mais elle fabrique une représentation par la méthode expérimentale qu'on tient pour vraie tant qu'une autre expérimentation ne l'a pas fait évoluer ou détruite. Alors que lorsqu'on s'entraîne à raisonner en termes de polydéterminisme, c'est pas une cause provoque un effet, c'est pas linéaire. C'est nous, êtres humains, on est au centre d'une constellation de déterminants. Et c'est la constellation qui permet l'attachement. L'attachement ne vient pas, ce que vous voulez dire, c'est l'attachement ne vient pas que d'une cause, mais d'une pluralité de causes. Voilà. Mais je vois pas, mais le lien avec le fait qu'être amoureux, c'est une illusion au fond. Enfin, c'est une illusion. C'est un aveuglement. C'est un aveuglement, mais on sait maintenant que quand le moment extatique de l'amour, je la rencontre, c'est elle, c'est pas une autre, j'ai un étonnant sentiment de familiarité pour elle, alors que c'est la première fois que je la vois. Comment expliquer ce mystère? C'est que elle porte sur elle les indices qui évoquent un bonheur passé, l'empreinte de ma mère, si ma mère était suffisamment heureuse pour me marquer en moi une emprise amoureuse. Winnicott parlait de la folie amoureuse des mères pendant les premiers jours, les premiers mois, et à ce moment-là, l'emprise, là on emploie le mot amour, l'emprise amoureuse, c'est elle, c'est ma mère, c'est pas une autre. L'emprise amoureuse marque une empreinte biologique dans mon cerveau. Je crois que je ne l'ai pas dans ma mémoire, je me développe, je vais à l'école, et j'arrive au moment où le désir sexuel, les hormones, sensibilisent mon cerveau à un type d'information, et boum, je la reconnais. Elle porte sur elle les indices que ma mère portait quand j'étais bébé, et dont je n'ai pas conscience. Donc ça veut dire que l'empreinte, l'amour, l'extase, l'explosion, le coup de foudre, le coup de l'amour, réveille une trace qui n'est pas un souvenir. Ça a tracé dans mon cerveau et j'en prends pas conscience. C'est-à-dire que ça devient un souvenir si je parle. Alors là, je vais ajouter la mémoire des mots, la mémoire de ce que je dis, va s'ajouter à la mémoire de ce que j'ai subi. L'empreinte, je la subis quand je suis bébé, ça laisse une trace, j'en ai pas conscience. Alors là, on serait presque très près de la psychanalyse. Bowlby était président de la Société britannique de psychanalyse. Freud employait l'expression de frayage du cerveau par le milieu. Donc cette théorie-là précise ce que mes ancêtres glorieux avaient déjà pressenti, mais ils n'avaient pas les capteurs que nous, on a aujourd'hui. Donc ils pouvaient le pressentir, mais ils ne pouvaient pas le démontrer. Maintenant, on peut le photographier, on peut le filmer, on peut le doser. Donc l'amour n'est pas l'attachement, et les deux, quand les deux peuvent s'associer en s'opposant, l'oxymore, quand les deux peuvent s'associer en s'opposant, une fonction affective vitale peut continuer 100 ans. J'ai pas encore bien compris ce que vous appelez être amoureux sans l'attachement, puisque on se découvre amoureux et après on va se réveiller attaché. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est votre regard sur ce moment où on est amoureux? On se découvre, pas toujours. Là, on tombe amoureux, disons on tombe amoureux, voilà. Qu'est-ce qui se passe là?
on tombe amoureux sans tisser le lien de l'attachement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Exemple, quelqu'un que j'ai côtoyé pendant quelque temps va au sport d'hiver et elle voit l'homme de ses rêves. Il est bronzé, il est élégant, il est moniteur de ski, il skie bien, le ciel est bleu, la neige est blanche. Tout est parfait. Elle tombe amoureuse et très rapidement, ils forment un couple très intime, au point qu'elle décide de tout briser pour vivre avec lui, et lui décide de tout briser pour vivre avec elle, ce qui n'est pas rare, hein. C'est Roméo et Juliette, c'est ça. Hein. On va provoquer tant pis pour nos parents, les Montaigu et les Capulet, ils vont s'entre-déchirer. Nous, ce qui compte, c'est notre amour. Donc tant pis pour le désocialisateur, complètement désocialisateur. Tant pis pour les parents. Je suis prisonnier, on est tous les deux extatiquement prisonniers de notre amour. Donc ils décident de vivre ensemble. Elle va l'attendre à la gare de Lyon, après, et elle voit descendre du train, non plus le moniteur de ski bronzé et glorieux, mais un homme qui est mal habillé, ce qui pourrait aller très important, qui est un peu rustique, ce qui pourrait aller très important, et elle fait demi-tour sans lui dire bonjour. Le coup de foudre qui est très fréquent et qui ne dure pas, c'est le coup de foudre qui ne dure pas puisqu'il n'y a pas le relais de l'attachement. Donc en fait, ce que vous montrez, après moi j'essaierai de discuter, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais ce que vous essayez de montrer, c'est que là, dans ce cas-là, elle est amoureuse, mais comme il n'y a pas de tissage d'attachement, ça ne peut pas durer et ça n'est pas fécond. Voilà. Ça, on peut dire ça comme ça. Ah oui, c'est ça. Donc tout l'enjeu, c'est de tisser de l'attachement à partir du sentiment amoureux pour créer une relation solide et féconde et sécure. Moi, je dirais émotion amoureuse et je dirais pas sentiment amoureux. Ah oui, émotion amoureuse. Je peux provoquer chez vous une émotion très forte en vous injectant des amphétamines, de la cocaïne, du vin, et là, vous aurez une émotion. Pour provoquer un sentiment, il faut que j'utilise des mots, que je les agence pour faire un récit, comme quand vous allez au théâtre, au cinéma, vous pleurez, et pourtant vous savez que c'est pas pour de bon. Et donc, on a l'émotion amoureuse, pour que ça devienne solide, et que ça ne reste pas juste ce coup de foudre aveuglant de cet ami qui va au sport d'hiver, il faut rentrer dans la dimension d'attachement, et la dimension d'attachement, pour une part, ça vient des récits, ça vient de la culture. Et au fond, c'est la culture qui permet de créer l'attachement pour nous, adultes, aujourd'hui. Il n'y a pas une seule pulsion, même biologique, qui ne soit pas structurée par la culture. Je peux éprouver un désir sexuel intense si je ne peux l'exprimer que selon les codes culturels de politesse, de rituels, de valeurs. Il n'y a pas, j'ai faim, je ne peux manger si je suis en groupe que selon les codes de ma culture, les assiettes, les couverts. Attends. Donc c'est pour ça, là moi je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il n'existe pas à proprement parler de besoins humains, parce que tout être humain, son besoin est tissé par la culture, et c'est très rare qu'on soit juste dans les besoins, ce qui est ma critique radicale de la manière dont on parle sans arrêt de besoins aujourd'hui, qui oublie la dimension fondamentalement humaine, on est tissé de culture. Et bien là, on va être d'accord. Alors, là, c'est de manière, je trouve, très belle et assez lumineuse, vous rappelez comment, au XIIe siècle, il y a eu un moment saisissant dans l'histoire de la culture occidentale, qui est l'invention des cours d'amour, ces femmes qui ont engagé des poètes à essayer de parler d'amour. Et on va expliquer ça, mais c'est un très beau moment central dans l'histoire de l'Occident, où on voit comment la culture va aider les êtres humains à tisser de l'attachement pour qu'on ne reste pas prisonnier juste de l'émotion amoureuse, voilà, et que quelque chose s'ancre solidement. Alors peut-être on peut raconter un peu cette extraordinaire histoire. Je tiens cette idée de Georges Duby qui venait de temps en temps travailler avec nous. Et Georges Duby, c'est l'historien du quotidien. Oui, et puis le grand historien du XIIe siècle, qui est vraiment le grand moment d'invention de... Alors, au XIIe siècle, alors l'histoire que raconte
Nelly, que racontent des historiens. Je ne suis pas historien. J'ai choisi cet exemple, m'est venu en écrivant pour illustrer ce que vous m'invitez à travailler. Les femmes avaient accepté la sexualité, mais elles étaient malheureuses parce qu'elles appelaient ça la sexualité à la franque. C'est-à-dire que les barbares arrivaient et c'était une sexualité brutale. Donc le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine avait été en croisade et il avait découvert que les Arabes se comportaient très bien avec leurs femmes, et donc il leur offrait des fleurs. Il y avait déjà des rituels d'interaction, des conventions, mais qui étaient très efficaces pour structurer la relation. Et il en parle à Aliénor d'Aquitaine, qui en parle à Stéphanette de Provence, la princesse de Provence, qui décide d'organiser des cours d'amour à Toulon, dans la région toulonnaise. D'où vous venez, donc on comprend l'intérêt. Ma fierté. Et donc ces femmes se réunissent dans des belles maisons, ces femmes bien nées se réunissent dans des belles maisons et elles émettent des jugements de cours d'amour, cours au sens juridique du terme, messieurs, la cour. Et elles décident d'émettre des sentences qu'elles vont placarder dans tout le village sur des cours d'amour. Et pour apprendre aux hommes comment elles veulent être courtisées. Elles veulent être courtisées, mais pas n'importe comment. Et ça fait des rituels d'interaction, des rituels de politesse, des rituels de séduction, des rituels culturels. Et alors, il y en a deux que j'ai cités de mémoire. Un, faut-il aimer son mari ou son amant ? Les femmes se réunissent, elles placardent leur jugement. Le mari, c'est pour le bien, c'est pour le non, ce qui était le cas, c'est pour la société. Le mariage n'a aucune fonction érotique, ni même d'amour. On donnait les femmes en mariage, on donnait les femmes ne valaient que par leur ventre, pas par leur personne. Et donc elles discutent et elles placardent les sentences. L'amour, c'est fait pour l'amant, le mari, c'est fait pour le bien et pour le non. Ce qui correspondait à l'éthos, à la hiérarchie des valeurs morales du XIIe siècle. Les aristocrates ne valaient que par le bien et par le non. Et la deuxième cour d'amour que les féministes aiment beaucoup, c'est est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent ? Alors les femmes se réunissent et elles disent non, l'intelligence c'est une vertu secondaire. C'est une vertu féminine, c'est pas une vertu masculine. C'est une vertu féminine. La vertu, donc c'est une vertu secondaire, disent ces dames. La vertu prioritaire. Pour un homme, pour une femme, ce serait central. Mais les hommes, on n'a pas besoin qu'ils soient intelligents. Et la vertu prioritaire, c'est celle d'un homme. Être dur au mal et bien fait de ses membres, ce qui correspond à l'éthos du XIIe siècle. Tous les hommes ont connu des guerres. J'en ai connu 2. Il y a 50 guerres aujourd'hui sur la planète. Et qu'est-ce qui est valorisé dans la guerre ? La violence, le courage, être dur au mal, ne pas se remettre en cause, ne pas réfléchir. Donc c'était des valeurs adaptatives à une culture de la violence. Donc, alors qu'aujourd'hui, je propose de faire des nouvelles cours d'amour adaptées au XXIe siècle, il y aurait d'autres manières de se courtiser qui apparaissent d'ailleurs. On voit que chez les jeunes d'aujourd'hui, apparaissent ces redoutables machines qu'on appelle smartphones, jouent un rôle majeur dans les cours d'amour des jeunes aujourd'hui. On se met en couple sur smartphone. On n'a pas un baiser, pas une relation sexuelle. On se met en couple, on dit qu'on est en couple, on dit qu'on est... Alors, donc, ce qui vous intéresse, parce que là, on a un peu digressé sur le côté amusant, mais ce que vous voulez montrer, c'est que cette ritualisation de l'émotion amoureuse permet de valoriser la relation et de créer l'attachement plus sécure. Alors, donc, il y a tout ça au XIIe siècle. Bon, vous avez parlé de Toulon, il y a aussi ça en Champagne, et puis il y a toute l'œuvre, tout ce qu'on connaît comme roman naît de ça. C'est comme ça qu'apparaît Chrétien III. Et ce qui est intéressant chez Chrétien III, c'est qu'il va essayer d'articuler, est-ce qu'il y a un lien possible entre le mariage et l'amant, ça c'est au cœur de Érec et Énide. Donc il y a tout un travail là extrêmement subtil pour montrer
comment on transforme le fait d'être amoureux en lien, en relation, et puis, parce qu'il y a aussi ce côté très beau de cette période-là, chez Eric et Enid, les deux partent ensemble cheminer et traverser le monde, et il y a une place pour l'homme comme pour la femme, et donc là, c'est tout un lien, voilà, de rituel, de politesse, de respect de l'autre, et tout ça, cette attention, c'est ça qui crée l'attachement qui est fondamental et qui rend heureux. Au fond, c'est ça. Sans l'attachement, le couple n'est pas heureux. Mais sans l'attachement, l'amour s'éteint. C'est-à-dire qu'on cesse d'aimer, ou alors on s'engourdit, ou alors on a une habituation, c'est-à-dire qu'on n'en prend même plus conscience. Et puis surtout, quand on passe de l'un à l'autre, on fait durer, vous l'avez dit vous-même, on fait durer le lien affectif, on l'entretient. Les rituels donnent forme, chacun respecte l'autre, la demande, le refus, ça peut faire partie aussi des relations d'attachement, mais surtout on crée une structure interactive entre deux êtres vivants qui ne se désirent pas forcément en même temps. Alors que en mettant au point, il y a un arbitraire, comme dans l'art, comme dans la parole, il y a un arbitraire. Les mots sont des sonorités arbitraires qui désignent des choses qui ne sont pas dans le contexte, comme l'art. Et à ce moment-là, on crée un moyen de vivre avec l'autre et on a une possibilité de l'entretenir. Les troubadours montraient leur glaive ou leur lance à la femme qu'ils désiraient. Vous trouverez le symbole que vous voudrez. Et la femme mettait un foulard et à ce moment-là, l'homme partait à la conquête pour défendre Dieu contre les méchants arabes, et il partait faire une croisade. Et en revenant, elle acceptait d'avoir c'est des histoires, c'est des contes, hein, mais c'est des contes qui donnent forme et qui illustrent de manière un peu jolie, un peu naïve, l'efficacité des troubadours. Et donc une des idées ici, c'est que du coup, je ne suis pas pris par l'aveuglement non plus. Donc ça donne forme à l'émotion, mais ça aussi permet de, le désir un peu brutal de possession de l'autre se construit, s'articule, s'élabore. Il y a ça dans ce que vous avez décrit de la cour d'amour. Au lieu juste de prendre la femme que j'ai envie parce que j'ai envie d'elle, je dois élaborer, je dois construire, je dois mettre ça en parole, je dois mettre ça en récit. J'humanise la relation et en retour, j'ai une relation plus saine et plus heureuse. Voilà. Et en retour, on peut apprendre à synchroniser ses désirs. L'un à l'autre. L'un à l'autre. Donc, vous rappelez ce moment merveilleux du XIIe siècle. En plus, c'est tout à fait intéressant parce que dès le XIIIe siècle, ça se ferme, ça se fige. Il y a un côté un peu plutôt religieux. Et alors les prêtres arrivent et disent « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il faut préférer l'amant au mari ?» Donc là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se ferme. On voit à quel point les choses sont... Mais vous n'évoquez ça pas pour dire qu'il faut qu'on revienne à ça, mais comme vous l'avez dit, pour nous dire aujourd'hui, il nous faut réinventer des cours d'amour. Des cours d'amour, c'est-à-dire des formes de ritualisation, des formes de récit. Et ça, vous avez un rapport... comme toujours chez vous, parce que vous avez toujours un côté un peu blagueur. Alors des fois, on a du mal à voir à quel niveau vous parlez, parce que il y a un côté où vous montrez qu'il y a aujourd'hui une certaine fermeture et une certaine possibilité. Il y a les deux. Il faut arriver à disceler les deux dans votre analyse. Vous dites aujourd'hui, il faut créer une nouvelle forme de rituel. À la fois, il y a ça, et à la fois, il n'y a pas assez ça. Mais oui. Il n'y a pas... Alors, dans la condition humaine, tout parle. Les vêtements sont sémantisés. Les poils sont sémantisés. Vous savez, les poils de gauche et les poils d'extrême droite. Hein. Les poils indiquent on sémantise tout. Donc, on peut dire à sa belle... C'est difficile de dire à une femme qu'on ne connaît pas vraiment « je te désire ». Et elle répond « mais tu m'embêtes », ce qui arrive, ou au contraire « je suis heureuse que tu me désires ». Donc il faut un code. Le rituel, c'est une invention de troubadour. Bon, j'exagère un peu, mais c'est les poètes, c'est les philosophes, c'est les fabricants de récits, les psychologues, c'est les fabricants de récits qui donnent forme au désir.
Sinon, le désir est une pulsion. C'est je te désire, je te saute dessus. Les femmes n'apprécient pas toujours. Et au fond, vous montrez, et pour les hommes, c'est pas très intéressant. Ça vaut la peine d'aller un peu au-delà. Mais oui. Parce que sinon, c'est un peu frustrant. Les hommes sont déçus après un acte à la Franck, comme disait. Donc, c'est ça. Et donc, comment, concrètement aujourd'hui, quels conseils vous pourrez donner pour créer du récit et de l'attachement? Voilà, je tombe amoureux, qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour que je ne reste pas juste dans cet instant T de l'émotion qui ne va pas durer et qui risque de m'aveugler? Comment je peux, au mieux, quels sont les outils que je peux avoir là maintenant pour créer de l'attachement? Allez au cinéma, lisez un livre et parlez-en avec la femme de vos désirs. Allez au cinéma, vous ne serez pas d'accord. On a chacun un développement différent, une histoire différente, des sensibilités différentes. On a des manières différentes de voir des choses, mais on peut en parler. Et c'est le fait de pouvoir en parler qui va faire qu'on s'ajuste, qu'on s'accorde, qu'on se comprenne et qu'on dépasse l'immédiateté. On pourrait dire que être amoureux, c'est une immédiateté, et il faut que je transforme ça en continuité, et c'est ça l'attachement. Il m'a compris. Alors qu'il a commencé l'entretien en disant « je vous comprends pas ». Non, il y a des choses... Voilà, je pense que vous êtes un peu sévère sur le sentiment amoureux, qui est peut-être plus... Mais alors, je voudrais creuser la notion d'attachement, parce que je trouve que la force de votre travail, c'est de partir de cette découverte de Bowlby pour l'enfant. Donc, on va rappeler très rapidement, c'est une révolution centrale dans la compréhension de l'être humain qu'apparaît avec John Bowlby, de comprendre... Voilà, parce qu'avant Bowlby, il y a l'idée que l'enfant, quand il naît, comme il n'a pas la parole, il ne comprend pas grand-chose et que ce n'est pas très important. Donc on le sépare de la mère. Vous vous rappelez dans tous vos livres que pendant longtemps, quand les nouveau-nés, on les opérait sans aucune anesthésie, puisque de toute manière, ça n'avait aucune importance qu'ils hurlaient, puisque de toute manière, ils ne savaient pas parler. Donc la révolution de l'attachement, c'est une révolution fondamentale. C'est de comprendre que pas parce que l'enfant ne parle pas qu'il ne sent pas, qu'il ne comprend pas. Maintenant, ça se regarde, comme vous avez dit, dans l'imagerie cérébrale. On voit que l'enfant sent, comprend. Et qui souffre énormément. Donc, ça, c'est la révolution de l'attachement. Ce que je voudrais réussir, qu'on explore ensemble, c'est comment ce qui a lieu à la naissance, doit s'élargir à l'ensemble de notre vie. Eh bien, le mot que vous venez d'employer, c'est la réponse, élargir. Quand on est dans le ventre de notre mère, on perçoit que des stimulus très contextuels. Un coup, la chaleur, les sons, les basses fréquences des sons qui passent très bien dans l'utérus, des substances toxiques ou agréables. L'olfacto-gustation commence dans l'utérus, c'est-à-dire que y a déjà... Mais c'est des touchés, même le son est un toucher. C'est-à-dire que les musiciens savent bien, hein, les sourds aiment la musique. Ils savent danser, parce que pour eux, pour les sourds, c'est un toucher, pour nous aussi d'ailleurs. Mais ça veut dire que, puis en vieillissant, quand le système nerveux se complexifie, il traite des informations qui s'éloignent de plus en plus. Il s'attache à un visage à nul autre pareil, le visage de la mère qu'il reconnaît dès le 2e mois. Il y a plein d'expérimentations faciles qu'on peut répéter, où on voit que le bébé répond préférentiellement à sa mère dès le 2e mois. Une autre femme n'y répond pas, un homme n'y répond pas. Donc, puis à partir du 2e mois, il y a sa mère et il y a sa non-mère. Quelqu'un d'autre que sa mère et qui pourtant est proche. De mon temps, on appelait ça un père. Donc ça veut dire que ça s'élargit. Puis ensuite, il y a une famille. Il y a la grand-mère, il y a tante Berthe, il y a la cousine, il y a le chien de la famille. Ça s'élargit régulièrement. Quand on parle, les mots sont mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. C'est-à-dire que là, nos mots font vivre, créent un univers de représentation. Donc là, c'est plus les émotions. Et cela crée aussi de l'attachement. Donc l'attachement n'est pas que lié à l'amour de la mère ou au fait de nourrir l'enfant,
Donc c'est à la fois le fait de sécuriser l'enfant, mais c'est aussi affectivement et physiquement, mais c'est aussi le langage qui permet de structurer l'attachement. Absolument, et d'ailleurs ça structure le milieu. Il y a un milieu de mots, et très tard, vers 5, 6, 7 ans, c'est-à-dire l'enfant est grand, il parle depuis plusieurs années, il débarque dans le monde des récits. C'est-à-dire que les récits sont très stimulants, soit pour créer du bonheur, soit pour créer du malheur. C'est-à-dire que les mots désignent quelque chose, les mots du récit désignent quelque chose que parfois il est impossible de percevoir. Dieu, la vie après la mort. Quand je me promène avec mon chien a la truffe par terre. Pour lui, son monde de chien, c'est un monde où il y a beaucoup d'olfaction. Il paraît qu'ils ont une olfaction 300 fois supérieure à la nôtre. Et donc, ils ont toujours la truffe par terre pour reconnaître. Pour eux, c'est une évidence olfactive. C'est là, c'est pas là, je vais là. Et donc, mais moi, quand je me promène avec mon chien, j'ai la truffe en l'air. Je me demande qu'est-ce qu'il y a au ciel ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté que je ne vois pas et qui existe pourtant, et pourtant je ne le vois pas ? Où irai-je après ma mort ? De qui je viens ? Où étais-je avant ma naissance ? De quelle était ma famille ? Quel était le pays de mes parents ? La langue de mes parents ? Et j'éprouve émotionnellement, j'éprouve intensément ce qui est mis en récit. Ceux qui viennent d'Europe centrale ne sont pas des gens intéressants. Les Noirs, n'en parlons pas. Ils pensent qu'à violer et à se bagarrer. Et les gens qui croient en des récits comme ça, ils y croient, ça déclenche en eux. C'est le récit qui déclenche une émotion. C'est le récit qui fait que ces gens-là passent à l'acte parce qu'ils sont soumis. Le récit structure le milieu, et pour eux, c'est une évidence. D'où l'importance de travailler sur le récit pour favoriser l'harmonie et la paix. D'où la nécessité d'aller au cinéma ou au théâtre, et au restaurant ensuite, parce que c'est au restaurant qu'on se dispute après. C'est au restaurant qu'on n'est pas d'accord, et c'est là qu'on fait le travail démocratique. Mais quand on est adulte, voilà, donc ça c'est... On a vu comment on se construit l'attachement quand on est enfant. Maintenant, je suis tombé amoureux, la personne, j'ai l'impression que c'est la plus belle personne du monde. Là, il faut que je tisse de l'attachement, donc vous avez dit, en parlant, en se rencontrant. Quel rapport avec l'attachement de l'enfance ? Qu'est-ce qui se tisse là ? Comment ça se tisse, ça ? Eh bien, j'ai beaucoup travaillé en Roumanie, et j'ai vu, il y avait presque 200 000 enfants ont été politiquement placés en isolement affectif presque total. Parce Ceausescu voulait que les femmes travaillent pour l'économie, donc on a retiré les enfants, on les a mis dans des orphelinats, ils n'étaient pas orphelins, mais on les a mis dans des orphelinats en les séparant par une décision d'une brutale politique absurde des mères, et ces enfants, il n'y avait pas de moyen de s'en occuper vraiment, donc ils étaient abandonnés, et donc ils ne pouvaient pas avoir cet attachement sécure que donne la mère. Voilà. Et comme il n'y avait pas d'altérité, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, comme il n'y avait pas d'altérité, le seul objet extérieur à eux-mêmes, c'était leur corps. Le balancement, sucer le pouce, s'auto-agresser. Et s'auto-agresser, parfois avec une violence qui me faisait peur, se taper la tête par terre ou contre les murs avec une violence effrayante. Je me disais, ils vont se tuer. Et le fait de se faire du mal les sécurisait. Il y avait une information qui était une misère, un lambeau d'altérité. Ils étaient comme les jeunes qui s'auto-agressent, ça les sécurise. Pourquoi ça les sécurise ? Parce que ça fait une familiarité. Il y a quelqu'un d'autre, je ne suis pas seul au monde. Je sens que j'ai un corps, je sens que je me balance. Les autistes font des onomatopées incessantes, très souvent. Ils crient, ça les sécurise, leur monde se remplit. C'est-à-dire qu'ils entendent le son de leur voix, ils ne sont pas tout seuls, ils ont moins peur. Donc ça veut dire cette auto-agression a une fonction sécurisante, c'est paradoxal.
Et d'ailleurs, après les filles qui se scarifient sont apaisées ensuite. Elles le disent elles-mêmes. Je me sens mal, je me sens anxieux, j'ai envie de me faire du mal, après je serai mieux. Donc ces bébés font ça, ils le font préverbalement, mais ils le font avant de pouvoir le dire avec des mots. Mais ensuite, ils disent avec des mots ce qu'ils ont prédit avec des comportements. Donc ça veut dire que ces enfants qui ont été laissés seuls sans substitut, c'est-à-dire sans possibilité de résilience, de reprise d'un autre développement, ces enfants ont des dysfonctions cérébrales parfois très importantes, qui fait que plus tard, quand un désir sexuel apparaît, déclenché par les hormones, par la maturité, etc., ils ne savent pas le dire. Pour eux, c'est une pulsion, et ils ne peuvent pas lui donner de forme, parce qu'ils parlent mal, ou pas du tout, ou mal, ils ne savent pas donner une forme verbale à leurs émotions, ou parce que ils vivent dans l'imminence, dans l'immédiateté, vous avez dit tout à l'heure. Ils vivent dans l'immédiateté, alors que quand on parle, on peut vivre dans la maîtrise du temps. Je vais partir, mais je te ferai un cadeau en rentrant. Je vais partir, et je vais penser à toi quand je serai loin. Je vais t'acheter une draperie, un objet merveilleux que je vais t'offrir. Et cet objet sera le trait d'union entre nos deux mondes intimes. On va vivre en couple. Je vais pas sauter sur toi. Je comprends. Donc, vous parlez, vous faites ce détour pour reparler de ce qui se passe dans les orphelinats, pour montrer ce que c'est l'absence de tissage d'attachement, et qu'au fond, nous, c'est ça au fond. L'attachement, c'est que je crée un lien qui n'est pas dans l'immédiat, et c'est ça qui rend... Donc c'est là où votre livre, c'est un manuel pour vivre en couple heureux. C'est vous voulez vivre en couple heureux, apprenez la logique de l'attachement. C'est la vraie clé, trop méconnue, qui rend un couple heureux. Voilà, qui rend un couple, qui donne un autre bonheur, qui est parfois intense, qui est parfois extatique, mais moins que la prison émotionnelle du coup de foudre. Ah, ça y est, c'est ça le point. Pour vous, être amoureux, c'est une prison émotionnelle. Mais bien sûr, c'est désocialisateur. Je ne veux vivre qu'avec elle. Mais c'est là où je trouve que vous êtes sévère. Je trouve que dans le fait d'être amoureux, on sent aussi un appel à être davantage. Quelque chose nous rappelle qu'on n'était pas complètement vraiment. Il y a un appel absolument que je trouve qu'il y a quand même une grandeur profonde. Mais ça, c'est un point de détail. Ce qui est central, c'est de voir l'articulation avec l'attachement. Quand vous parlez de l'attachement dans le livre, vous rappelez qu'il y a un attachement qui peut être sécure, il y a un attachement qui peut être ambivalent, il y a un attachement il peut manquer d'attachement, comme le cadre de l'enfant. Il y a différents cadres. Est-ce qu'on peut rappeler ces différentes modalités d'attachement? Voilà, ça c'est Mary Main, c'est les psychologues qui travaillaient avec Mary Ainsworth surtout, qui ont proposé 4 catégories d'attachement. L'attachement sécure, 70% de tous les enfants d'un pays en paix. Dans un pays en guerre, c'est 40 à 50%. 20% d'attachement évitant, c'est pas une forme de pathologie, mais c'est des enfants très timides qui se périphérisent, ils vont pas à la rencontre, ils regardent sur le côté, ils n'ont pas assez confiance en eux pour aller vers l'autre. Et pourquoi ça vient, comment ça se construit, comment ça s'établit, l'attachement évitant? Alors, certains disent qu'il y a un déterminisme génétique, c'est peut-être vrai. À coup sûr, il y a eu, dans les 1000 premiers jours, un incident qui fait que cet enfant a été isolé. Il a vécu dans un milieu appauvri. Appauvri par le malheur des parents. Quand les parents sont malheureux, ils ne parlent pas, ils ne jouent pas, ils ne sourient pas. Donc le milieu est appauvri. Ça s'imprègne dans le développement de l'enfant et ça lui fait acquérir un attachement évitant. Il se met sur le côté. Donc il est évitant parce qu'il a peur de tisser trop un lien d'attachement et de souffrir. Donc il n'ose pas, c'est ça, il a du mal à rentrer dans un lien
sécure. Alors ça arrive chez l'adulte. Oui. Beaucoup d'adultes qui ont été isolés affectivement et qui ont acquis un attachement insécure, quand ils tombent amoureux, c'est un moment merveilleux, un moment extatique, mais ils ne savent pas exprimer, ou ils ont peur de l'amour. Ils ont peur de l'émotion amoureuse. Ils ont peur d'être mis dans une prison affective. Elle est tellement importante pour moi que je ferai tout ce qu'elle veut. Et ensuite, je vais lui reprocher de faire tout ce qu'elle veut. Je me dépersonnalise tellement je l'aime, je veux son amour, je veux son bien, je suis prêt à me sacrifier pour elle, et ensuite je vais lui reprocher. La troisième forme d'attachement, c'est l'attachement ambivalent qui représente 15% de tous les enfants d'un pays en paix et qui est difficile. C'est des enfants qui tombent amoureux, qui tissent le lien d'attachement, mais ils le tissent de manière pas toujours facile à supporter parce qu'ils agressent les gens qu'ils aiment. Donc pour le partenaire, c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours l'agression. Ça peut prendre plusieurs formes. L'agression, c'est une forme, mais ils sont dans une insécurité fondamentale. Oui. Ils ont peur d'être abandonnés. Voilà. Donc la peur de l'abandon prend une forme un peu extrême, qui peut faire par agresser l'autre, lui en vouloir, alors qu'il n'y est pour rien. Voilà. Ou être dans une demande qui n'en finit pas. Voilà. Ou alors, je t'aime tellement que j'exige que tu sois tout le temps à côté, près de moi, parce que je suis bien quand tu es près de moi. Tu es parti travailler, tu t'es absenté, quand tu reviens, je te saute dans les bras parce que je t'aime beaucoup, et je te mords, je te frappe, parce que tu m'as fait souffrir en me quittant une heure, une journée. Donc ça, c'est l'ambivalent. Ambivalent. Et le dernier? Et le dernier, c'est un attachement qui pose un problème, c'est l'attachement désorganisé. C'est des enfants qu'on ne peut pas lire. On ne comprend pas. Un bébé, on comprend. Il a peur, il pleure, il sourit, il gambade. Un bébé, on le comprend bien avant qu'il parle. Et les bébés nous comprennent bien avant qu'ils accèdent au monde des mots. Et on comprend beaucoup de choses avant les mots. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les vêtements sont sémantisés, les gestes sont sémantisés, et les bébés comprennent ça très très bien. Et donc, on comprend avant les mots. Et les mots permettent de travailler la compréhension ou de lui donner une forme verbale. Alors, dans ce dernier-là, ces enfants, on ne les comprend pas. On les retrouve à la crèche, ils se précipitent vers nous, puis tout d'un coup, ils font un détour, ils se tapent la tête contre le mur, alors que les parents sont comme ça, en train de leur tendre les bras. Donc les parents sont désorganisés, et ils sont désorganisés. Et dans cette petite population qui représente 5% d'après, c'est des comportements faciles à observer, hein, il suffit de chiffrer, il suffit de nommer pour savoir ce qu'on observe et de chiffrer. Mais on nomme d'abord. Si on nomme pas, on ne voit pas. Il faut nommer pour voir. Et dans ce cas, on voit que 5% des enfants à la crèche, des petits garçons, souffrent d'un attachement et font souffrir d'un attachement désorganisé contre 0,8% des bébés filles qui souffrent d'un attachement désorganisé. Premier mystère. Deuxième mystère, on voit que très souvent, les parents sont violents. Au lieu d'être sécurisants, ils font peur aux enfants. Ce qui fait peur aux enfants, c'est souvent le malheur des parents. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne sourient pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'eux, ils n'interviennent pas. Si les parents sont malheureux parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu une tragédie, ils ne parlent pas, le milieu est appauvri. Donc dans 2/3 des cas de cette population d'enfants désorganisés, il y a une grande violence entre les parents. Et les enfants voient leurs deux figures d'attachement crier ou se battre. Donc ça crée la désorganisation. Voilà. Donc ça, c'est la désorganisation, c'est la violence que subit l'enfant. L'attachement insécure, c'est qu'il n'y a pas... L'enfant, le parent n'est pas là, il y a quelque chose qui se passe et le tissage ne se fait pas. Alors, je le dirais un peu autrement. Parfois, donc les parents sont violents, ils se battent devant les enfants, et les enfants ont peur, ils sont terrorisés. Mais parfois, les parents sont gentils, motivés, veulent faire leur boulot de parents, et
une petite proportion d'enfants deviennent quand même insécures. Pourquoi? On ne sait pas. Ah, même moi, je ne sais pas. Mais alors, la question, donc, ça, repérer ça, permet de comprendre le fonctionnement amoureux que nous avons une fois adultes. C'est ça qui explique les crises d'angoisse avec mon conjoint, la peur qu'il m'abandonne, la jalousie, le fait d'avoir peur qu'on me dise qu'on m'aime alors que ça pourrait me rendre heureux. Tous ces phénomènes, vous décrivez très bien dans le livre. On comprend beaucoup mieux ce qui nous arrive quand on comprend la cohérence et la structure de l'attachement qui a des répercussions fondamentales. Voilà, et ça peut même avoir, ça a toujours un effet psychodynamique, comme disent les psychanalystes, c'est-à-dire que j'ai honte de moi. Je ne sais pas, moi enfant, je ne sais pas pourquoi j'ai honte. C'est un repère. J'ai un détracteur intime qui me dit quoi que je fasse, ça sera moins bien que les autres. J'ai honte de moi. Voilà, donc j'ai acquis ça au cours de mon développement. Je tombe amoureux. Si par malheur elle m'aime, elle va découvrir que je suis minable, elle m'angoisse. C'est-à-dire que là, l'amour, l'attachement que j'ai pour elle n'est pas sécurisant. Et sa présence dont j'ai besoin, parce que je l'aime beaucoup, j'ai besoin de sa présence. Et sa présence m'angoisse. Je ne vais pas être à la hauteur. Sa présence m'angoisse. Donc je suis crispé, elle ne comprend pas pourquoi je suis crispé. Je l'envoie promener alors que j'ai besoin d'elle. Et bien ça qui n'a aucun sens, ça prend un sens quand je comprends l'attachement. Voilà. Alors, maintenant, la question suivante, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis adulte, je me rends compte que j'ai tout ce qu'on vient de décrire, un attachement insécure, un attachement... Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Alors l'avantage, c'est une de vos premières questions, l'avantage de l'attachement, c'est qu'on peut le travailler. Ouf, donc je ne suis pas, ça c'est très important, je ne suis pas foutu parce que ma mère se battait tout le temps avec mon père et donc j'ai une insécurité fondamentale. Je ne suis pas déterminé pour toujours. Voilà. Donc ça, mais je peux reconstruire l'attachement et je peux le reconstruire dans la relation avec un autre. Voilà. Je peux le tisser, c'est ce qu'on voit d'ailleurs très souvent les enfants mal partis dans l'existence. Peut-être dans le cas que vous citez, c'est-à-dire qu'effectivement, ces enfants ont peur. Ils ne sont pas sécurisés chez eux. Les deux figures d'attachement se battent, ils ne peuvent pas être sécurisés. Ils ont peur, mais ils ont le premier amour, les frappe. Elle est merveilleuse. J'arrive à l'âge du désir sexuel que je ne comprends pas très bien, de la pulsion, je ne comprends pas très bien, ça n'a pas de forme. Mes parents m'en ont jamais parlé, je parle mal, je lis mal, je vais voir au cinéma, je ne vais voir que des films violents, donc je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais le premier amour se termine mal. D'abord, par définition, si on parle de premier amour, c'est qu'il y en aura d'autres qui seront une succession. Et on constate, c'est un travail qu'on a fait à Toulon, on constate qu'au moment du deuxième amour, il y a une sorte de réparation. Et que là, les jeunes ont appris à aimer malgré l'échec du premier amour. Et là, on est dans l'attachement. On est dans l'amour qu'ils maîtrisent. Je l'aime beaucoup, mais j'ai besoin de partir une heure, une semaine. Je vais lui dire, et je vais l'emporter en voyage, dans ma mémoire et dans mon sentiment. Je vais lui téléphoner, je vais faire un petit rituel de cours d'amour que je vais inventer, un bouquet de fleurs, des mots stéréotypés. Je pars et pour la rassurer, je vais lui dire des bêtises rituelles, ça va la faire rire. Tous les couples font des bêtises comme ça. Donc si j'ai eu un attachement insécure, plus je vais tisser de l'attachement aujourd'hui, plus je peux, je ne sais pas si on peut dire, réparer quelque chose qui a été blessé en moi. Et, au fond, ça c'est ce que vous avez travaillé comme la résilience, au fond. La résilience, c'est reprendre appui sur l'attachement. Et ce que vous dites là, vous auriez pu employer le mot évolutif. C'est ça. Parce que il y a des gens qui ont la haine de ce mot. Darwin a été ridiculisé et très critiqué pour avoir proposé ce concept. Encore aujourd'hui sur la planète, aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui interdisent d'enseigner ou d'utiliser le mot évolution.
dans les pays musulmans aussi. Donc il y a beaucoup, dans certains pays musulmans aussi. Donc il y a beaucoup, ce mot oblige à accepter le changement. Ça, c'est très important. On a un régime de pensée vraiment tellement ancré pour nous, la fixité, l'identité fixe, l'identité du même, toujours pareil. Et en fait, ce qu'il faut réussir à penser, et ce qui est le cœur de votre travail, moi, ce qui me passionne aussi, c'est d'arriver à comprendre justement l'évolution, comment les choses sont en mouvement. Voilà, et qu'on peut faire changer. Alors il faut trouver les rituels de cours d'amour qu'on trouve. Les couples, chaque couple invente son petit rituel, mais il faut que la culture invente aussi, apprenne aux jeunes. Voilà, il y a des films, il y a des pièces de théâtre, il y a des romans qui posent la question, qu'est-ce que vous en pensez ? De façon à ce que les jeunes puissent débattre. Mais moi, j'aimerais pas aimer comme ça. Moi, je préfère. Donc, il y a un débat. Dès l'instant où il y a un débat, on ajoute la mémoire de ce qu'on a dit à la mémoire de ce qu'on a subi. Et donc, c'est ça que vous dites beaucoup dans le livre. Il y a un danger aujourd'hui. Enfin, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne forme pas assez la nouvelle génération à inventer leur propre rituel. Voilà. Il ne s'agit pas de refaire ceux du passé. Non. Mais donc, c'est ça, toute la singularité de votre propos, c'est d'être à la fois critique sur ce que vous voyez comme fermeture de notre temps, mais sans dire il faudrait faire comme avant, mais d'inviter les gens d'aujourd'hui à inventer leur propre manière de sortir de l'immédiateté et d'inventer voilà, bien sûr. des récits qui leur parlent et qui font sens pour eux. Voilà. Donc c'est... Et là, on peut faire évoluer un sentiment. On tisse. Quand j'ai compris, donc je tisse, j'ai pas tout réglé, mais j'ai compris un nœud de la draperie. J'ai compris un nœud. Et puis demain, je tisserai un autre nœud. Et on constate que beaucoup de couples, par exemple les couples âgés qui ont tissé un attachement sécure, vieillissent mieux que les autres. Alors, c'est une piste que vous avez dit là, le tissage de relations et de récits. Est-ce qu'il y a d'autres manières quand on a été marqué par un attachement qui n'est pas sécure, on a vu les différentes formes, quelles sont les autres choses que je peux faire pour m'aider ? Alors, la recherche de sécurité peut mener à l'angoisse. Ce qui se passe pour nos jeunes. Et nos jeunes n'ont jamais été autant respectés. On les bat plus à l'école. J'ai connu l'époque où j'ai pratiquement pas été à l'école, mais dans les petites classes, les professeurs battaient les enfants. Et quand ils se plaignaient à leur père, le père disait « t'en veux une autre ?» Donc les enfants ne sont pas battus aujourd'hui, et pourtant sont respectés, et pourtant ils sont dans une profonde insécurité. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas donné confiance en eux. Ils attendent tout des autres, rien d'eux-mêmes. Quand je tisse le lien d'attachement, ma femme, mon conjoint, celui que de mon temps on appelait mon mari, me donne confiance en moi. Et quand on a les inévitables épreuves de la vie, épreuves sociales, épreuves physiques, maternité, argent, les inévitables, la solidarité du couple fait qu'on tisse le lien de l'attachement. Quand elle est là, je me sens mieux. Quand elle est là, j'ai confiance en moi. Qu'est-ce qui se passe pour les jeunes d'aujourd'hui ? Donc pourquoi on leur a pas appris à avoir confiance en eux ? Parce qu'on les a jamais mis à l'épreuve. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas ce qu'ils valent. Donc c'est la mise à l'épreuve. On les a trop sécurisés, donc on leur a pas donné la dimension sécure. Voilà. On peut ici refaire la distinction fondamentale entre sécurité et sécure. Ah ben on l'a fait. C'est-à-dire que sécuriser, on a gardé l'anglicisme sécure parce que beaucoup de langues ont les deux mots, sécure et sécurisé. C'est pas la même chose. Sécurisé, je suis sécurisé si ma mère, ma femme, mon mari, mon conjoint est là. Je suis sécure si ma femme, ma mère ne sont pas là, mais elles sont là et elles sont là. Donc là, j'ai acquis la confiance en moi, même si elles ne sont pas là. Je suis sécure. Alors, c'est deux concepts totalement différents. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des ruptures, parce que
Quand il n'y a pas de rupture, c'est ce que je proposais tout à l'heure, quand il n'y a pas de rupture, il y a habituation, non conscience. Dans un univers où tout serait bleu, on ne pourrait pas penser le concept de bleu. Pour qu'on pense le bleu, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. Ça c'est bleu, ça c'est pas bleu. Et là, on pense. Et pareil pour l'éducation des enfants, tes parents, toutes les figures d'attachement, la mère, forcément, le père, ou la deuxième figure d'attachement, qui peut être la grand-mère, qui peut être aujourd'hui une femme, puisque les femmes peuvent se mettre en couple pour avoir un enfant, pour porter et mettre au monde un enfant. Donc, Bowlby disait, il faut une constellation, les Africains disent, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est une phrase qui a été incroyablement citée, mais qui mérite d'être citée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un petit groupe, une constellation d'attachement pour entourer l'enfant. Si un tuteur de résilience casse, la maladie, la mort, la dispute, etc., il aura une constellation qui lui permettra quand même de bien se développer, de poursuivre son développement. Si on a ce qu'on fait notre culture, on a des mères de plus en plus seules, de plus en plus épuisées, en burn-out, elles ne peuvent pas tout faire. Donc une des raisons qui fait que les jeunes n'ont pas confiance en eux, c'est le fait qu'il y a plus de villages autour d'eux, c'est cet isolement. Donc c'est très important parce que c'est très déculpabilisant. C'est pas la faute de quelqu'un, mais c'est la responsabilité qui est mise sur une mère seule. Ça empêche ce mouvement de mise à l'épreuve. Enfin, au fond, c'est la mise à l'épreuve qui permet d'avoir confiance. Mais essayez de vous muscler sans soulever des poids. Vous n'y arriverez pas. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Concrètement, comment ça se manifeste, l'idée qu'il faut mettre à l'épreuve un enfant pour qu'il apprenne, pour qu'il ait confiance ? Alors, ça ne peut pas venir des parents, ou alors ça peut venir des parents quand on va camper ensemble, quand on va marcher en montagne, quand on va faire du bateau, où là, les pères ont une fonction sécurisante, parce qu'ils enseignent aux enfants, ils enseignent, tu as peur, tu ne sais pas gouverner ton bateau, moi je suis marin, je vais t'apprendre à gouverner ton bateau, il faut tirer là-dessus, il faut mouliner ici. Alors là, les pères ont une fonction sécurisante en accompagnant leurs enfants dans l'épreuve. Là, c'est aussi très très important, ce que vous dites, si je peux me permettre, parce que on se trompe complètement sur la confiance en soi, l'estime de soi, qu'on a l'impression qu'il faut faire des compliments, faut se dire mais si je suis quelqu'un de bien, faut se regarder dans le miroir, mais si c'est pas du tout ça qui donne confiance. Ce qui donne confiance, c'est de relever un défi en ayant quelqu'un qui montre comment je peux me débrouiller et qui fait que je vais me débrouiller tout seul. Et c'est ça et seulement ça qui donne confiance. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la plupart du discours psychologique habituel qui est complètement à côté de l'essentiel. Et c'est pas en disant tu es merveilleux que tu vas devenir merveilleux. Au contraire, c'est très angoissant. Au contraire. Plus je dis à quelqu'un, mais si... C'est vrai que on voit plein de situations, l'enfant a l'impression d'être nul à l'école, plus les parents disent « mais si, tu vas y arriver, t'es formidable », plus l'enfant est angoissé, parce qu'au fond, on lui enlève son pouvoir, et c'est au contraire en le mettant à l'épreuve qu'il va arriver à avoir confiance. Alors, j'ai dirigé une thèse sur ce que vous venez de dire. Il y a un petit test difficile, un petit test géométrique, donc sur le chemin des mathématiques, qui angoisse beaucoup les enfants. Et ce petit test avec des cubes, comme souvent dans les tests psychologiques, les enfants ont une petite émotion. Et l'enseignante n'est pas sécurisante, elle s'en va. Fait ce problème, elle s'en va. Et le gosse est tout seul, il essaye, il n'y arrive pas. L'enseignante arrive, ne dit pas un mot, c'est une figure d'attachement, elle s'assoit à côté, ne dit pas un mot, et l'enfant trouve la solution du problème. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Donc ça veut dire que la mise à l'épreuve sécurisée, je souligne les deux mots, la mise à l'épreuve sécurisée peut venir des parents, mais c'est plus difficile, alors qu'il faudrait que notre culture invente des institutions périfamiliales où l'enfant pourrait là être mis à l'épreuve accompagné. Et à ce moment-là, on l'apprendra à se muscler physiquement, mentalement, mathématiquement, etc. Donc ça veut dire que là, il y a une autre... Alors la première défaillance de notre culture, c'est le développement de la solitude.
la solitude est une agression neurologique. C'est pas une image. Quand un bébé est laissé seul, quand une personne âgée est laissée seule pendant le confinement, on disait ils sont morts de déshydratation. Ils ont été déshydratés parce que personne venait les voir. Donc ils ne buvaient pas. Ils étaient comme ça, ils attendaient la mort. Donc la déshydratation était la conséquence de la solitude, et la cause de la mort, mais la conséquence de la solitude. Donc notre culture est défaillante. Le proverbe africain, il faut le citer 1000 fois et l'adapter au monde moderne. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait du désir sexuel et de la nécessité des rituels de cours d'amour. Là je pense que pour les gens âgés, pour les adultes, il faut trouver un système, une organisation familiale et sociale où si un membre de la famille est défaillant, il peut y avoir 1000 causes de défaillance, il y a forcément 1000 causes. Quelqu'un d'autre pourra permettre à l'enfant quand même de poursuivre son développement. C'est pour ça qu'on voit dans des milieux, en France aujourd'hui, dans certains milieux, les enfants se développent extrêmement bien, ils ne sont pas anxieux, ils se débrouillent, ils éprouvent le bonheur de vivre, ils éprouvent le plaisir de vivre, alors que dans notre propre culture, dans d'autres milieux, les enfants éprouvent la vie comme un malheur, comme une difficulté. Donc c'est pas la vie qui est plus... Alors, si, il y a des effondrements sociaux, il y a des guerres, il y a des malheurs, hein, il y a des tremblements de terre, mais surtout sur la réforme à proposer, c'est vraiment une réforme éducative. C'est pas la psychiatrie. C'est une réforme affective, éducative et culturelle. Donc, et là, c'est très concret. C'est augmenter, vous parlez de ça de manière très bien, le congé parental, le congé du père. C'est des choses sociales qui pourraient créer un changement très profond et qui permettrait de renforcer la dimension sécure de l'enfant et qui leur permettrait, quand ils sont amoureux, de vivre une situation plus heureuse et d'attachement. Voilà, et si l'amour les frappe, eh ben, tant mieux pour eux. Ce ne sera pas une prison, voilà. Et ils auront moins peur, et ils pourront au contraire en faire une occasion d'être heureux, de grandir et de favoriser une relation plus paisible dans notre monde. Et si l'amour les frappe, ils en feront un moment merveilleux qu'ils vont utiliser pour faire un couple durable et pour s'aimer. C'est une fonction affective importante, sans angoisse, sans se dépersonnaliser. Donc là, c'est une défaillance éducative et culturelle. J'ai du mal à comprendre votre relation à la psychanalyse. Parce qu'on a l'impression, en vous écoutant, que ça n'a pas du tout été vu par la psychanalyse. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez une relation un peu ambivalente à la psychanalyse. Oui, c'est ça. Vous avez bien dit. C'est une relation ambivalente à la psychanalyse qui a été un virage anthropologique majeur avec Freud et l'école qu'il a fait, et qui s'est stéréotypé pendant les années 70 à 2000, pendant quelques décennies, s'est transformé en appareil de prise de pouvoir. L'hégémonie psychanalytique s'est transformée en prise de pouvoir dans les maisons d'édition et dans les universités. J'ai des amis qui postulaient pour des postes dans les hôpitaux, des postes d'attachés dans les hôpitaux, et je me rappelle que cette amie bordelaise était payée 80 € pour 4 heures de travail. Donc, c'était pas la fortune, mais elle, ça l'intéressait parce que c'était une autre manière d'être psychanalyste. Et le professeur qui avait un poste à donner lui a dit de quel groupe vous êtes. Elle a dit son groupe, et le professeur lui a dit au revoir, c'est pas la peine de vous asseoir. Donc, la psychanalyse qui a été une découverte anthropologique énorme, qui est confirmée. Freud est confirmé sur beaucoup de points, qui est confirmé, la parole modifie le fonctionnement cérébral. Mais que la parole, moi j'ai du mal à... Quel est l'apport anthropologique de la psychanalyse? Parce que la parole joue un rôle central, Aristote le dit tout de suite, que l'être humain est un animal parlant. Qu'est-ce que vous trouvez comme apport anthropologique fondamental que vous gardez dans votre travail de la psychanalyse? Avant Freud, avant la psychanalyse, il y avait une métaphore. On disait « cet enfant se développe bien », on a la preuve que c'est une bonne graine. Oui. Cet enfant se développe mal, on a la preuve que c'est une mauvaise graine. Cette métaphore était raciste.
C'est-à-dire que certains avaient un cerveau de meilleure qualité que d'autres, donc c'est la famille, la culture n'ont rien à voir, le contraire de ce que vous m'avez invité à dire. Et ces métaphores racistes ont fait souffrir les Noirs, les Juifs, les handicapés, ils ont fait souffrir des millions, des dizaines de millions de personnes. Voilà, où quelqu'un qui n'a pas un attachement sécure, du coup, c'est une mauvaise graine, c'est de sa faute par nature. Voilà. Mais qu'est-ce qu'apporte ici la psychanalyse ? Et le travail, pas la parole, le travail de la parole, et même la construction d'une représentation, comme je vous le proposais tout à l'heure. Et ça, la neuroimagerie l'illustre et l'explique de manière saisissante. Vous allez voir. Vous êtes malade, vous avez envie de vomir. Une partie du cortex temporal, l'insula, près de la zone des mots, on passe au rouge. Vous êtes malade, si vous le touchez avec une tumeur, avec un accident vasculaire, vous n'arrêtez pas de vomir. Si vous êtes malade, la substance toxique touche l'insula, vous avez envie de vomir. Si vous voyez quelqu'un vomir, votre lobe de l'insula passe au rouge. Voir quelqu'un vomir vous donne envie de vomir. Si vous voyez un clochard et qu'on vous dit ces hommes sont dégoûtants, ils ont fait exprès, ils sont sales, regardez, ils ont fait exprès d'être à la rue, ils sont de mauvaise qualité, ils sont méchants, ils sont sales, regardez comme ils sont dégoûtants. Votre lobe de l'insula va passer au rouge. Si on vous dit, mais non, ces clochards, c'est des hommes, c'est plus que des femmes, c'est des hommes, ils n'ont pas eu de chance dans la vie, ils sont chômeurs, ils ont été chassés de chez eux. Mais quel est le lien avec la psychanalyse ? Parce que ça, on peut dire... Attendez. Oui. Donc si vous croyez que ces hommes ne sont pas dégoûtants, votre lobe de l'insula fonctionne sans passer au rouge. C'est-à-dire que lorsque, en psychanalyse, vous travaillez, vous faites presque une mytho-analyse, vous cherchez à construire votre identité, qui est un leurre. L'identité est un leurre, mais vous construisez la représentation de vous-même. Là, je suis bon, là, je suis pas bon, là, j'ai fait une bêtise, je vais essayer de ne pas la refaire. Et à ce moment-là, vous changez l'image que vous faites de vous-même, et vous pouvez très bien passer de l'image « je suis minable » à l'image « finalement, je m'en suis pas si mal sorti ». J'ai compris que finalement, j'ai limité la casse, je suis pas si minable que je le croyais. C'est la croyance que l'homme est dégoûtant, que le clochard est dégoûtant, qui fait passer, et vous l'éprouvez réellement, vous sentez réellement le dégoût. Donc si vous travaillez grâce au travail de la psychanalyse, l'élaboration psychanalytique, c'est pas du tout la révélation psychanalytique, c'est pas du tout Hitchcock, c'est pas du tout... vous vous rappelez, c'est La maison du docteur Edwards. C'est ça. C'est ça. Complètement. Un des plus mauvais films d'Hitchcock, où justement, est-ce qu'il veut appliquer la psychanalyse avec les décors de Dali, à l'impression qu'il y a le truc et tout qui est explique réglé. tout, et que d'un seul coup, c'est comme le secret caché dans le fond du tiroir, on ouvre le tiroir et je vais mieux. Donc c'est pas du tout ça, Mais c'est non. l'élaboration de la parole. Donc en fait, ce qui vous intéresse dans la psychanalyse, et là j'ai compris, c'est comment ça tisse de la parole et du récit, et qui retrouve ce qu'on a vu tout au long de notre entretien, qui est déjà dans les cours d'amour, c'est dès que je tisse de la parole, je crée un rapport à l'altérité, je sors de l'immédiateté, Voilà. et c'est ça qui vous semble important. C'est ça, c'est exactement ce que je pense, exactement. Mais avec le danger des récits, le danger des mots, Ésope, le danger des mots et des récits. Je suis bien développé, et je vis dans un milieu qui me dit que les gens d'à côté sont méchants. Si j'ai un lien affectif, je vais croire ma mère qui me dit que les gens d'à côté sont méchants. C'est là la subtilité de votre travail. Ça demande de la précision. Donc les récits sont importants, mais peuvent nous égarer et nous tromper. Voilà. Donc comment on se préserve du récit qui m'aveugle? La fonction démocratique du théâtre, du cinéma, de la littérature. Le théâtre grec mettait en scène les problèmes de la cité, et les citoyens devaient assister au théâtre et parler. Ils étaient jamais d'accord, mais ils élaboraient. Moi, je pense que, toi, tu penses que, ben non. Enfin, ils élaboraient.
C'est la fonction, alors que la fonction totalitaire du langage, c'est je vais te dire d'où vient la seule vérité et je vais te l'imposer. J'ai l'armée, j'ai la police, j'ai le pouvoir avec moi, je vais t'imposer ma vérité, ce qu'on voit actuellement dans toutes les guerres. Donc si la psychanalyse s'est figée, n'a pas compris l'attachement, elle vous semble intéressante parce qu'on élabore une parole de manière non totalitaire, on prend le risque d'inventer une parole et nous avons tous besoin d'essayer d'inventer une parole pour ne pas être prisonniers des récits et inventer un récit qui tisse à neuf le lien. Voilà, d'où la nécessité de la pluralité des récits, de la pluralité des pièces de théâtre, de la pluralité des formes d'art, pour éviter le langage totalitaire. Et vous avez sûrement remarqué qu'une des premières interventions de ceux qui veulent imposer leur langage totalitaire, les dictateurs, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la mienne, ils attaquent d'abord la télévision et les artistes. La télévision pour qu'il n'y ait qu'un seul récit, le leur, un journaliste qui va colporter leurs idées aura une promotion, et vous savez très bien que les autres seront emprisonnés, torturés, tués, assassinés, parce qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul récit. Et le problème, quand il y a un seul récit, c'est que, politiquement, on peut s'attaquer aux deux cibles les plus sensibles au récit, la petite enfance et les débuts des études, l'adolescence. Parce que la petite enfance, c'est là où on apprend à parler à une vitesse stupéfiante, et l'adolescence, c'est là où on apprend à s'engager dans la sexualité, dans l'aventure sociale, dans l'aventure intellectuelle. C'est les deux moments sensibles du développement que tous les régimes totalitaires visent. Parce que c'est là qu'on peut fanatiser le plus facilement un enfant, quelqu'un de gentil, qui lui dit « Tu sais, les Noirs, ils sont méchants ». Comment voulez-vous qu'il ne le croie pas? Cette personne que j'aime, qui est ma figure d'attachement, cette personne, il y a des limites à l'amour, il y a des limites à l'attachement aussi. Cette personne que j'aime, or Freud a été un des premiers à dire que la relation amoureuse dans une foule amoureuse de son chef est la même que la relation amoureuse entre deux personnes. C'est-à-dire que, et les sociologues sont bien d'accord, et actuellement les sociologues ajoutent une notion, c'est que quand une société est désorganisée, donc angoissante, les gens désorganisés sont des éranges. Ma vie n'a pas de sens. Elle est insensée. Pourquoi est-ce que je travaillerai? Pourquoi est-ce que je ferai un effort? Pourquoi est-ce que je voudrais aller là alors que ça n'a pas de sens d'aller là ou là? Donc les gens sont désorganisés, ce qui répond à votre étonnement de tout à l'heure. Les jeunes qui n'ont jamais été autant respectés n'ont jamais été autant anxieux. D'où le danger du totalitarisme à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, comme je suis désorganisé et en insécurité, eh ben je tombe amoureux du chef, de l'émotion du chef, et c'est une prison. Et c'est une prison. Et non seul, cette prison est aggravée, c'est qu'autour de moi, dans le régime totalitaire, il n'y a pas de pensée. Il y a des récitations. Il n'y a pas de pensée. Oui, il n'y a pas de récit, il y a des récitations, c'est une bonne distinction. Voilà. Si on veut avoir une promotion, on parle comme le chef, on prend l'éthique du chef, on n'a que des amis. Hannah Arendt, qui ne voulait pas de ça, elle l'a payé cher. Pensée par soi-même, elle a perdu les gens qu'elle aimait. Elle a été haïe par les gens qu'elle aimait, parce qu'elle voulait penser par elle-même. Si elle avait récité comme ses amis... Vous parlez dans les années 60 et le procès d'Eichmann, d'avoir osé dire que l'image un peu grossière qu'on a du mal comme un monstre sanguinaire, que c'était pas ça la figure du mal, ça déstabilisait et elle s'est fâchée. C'est ça, j'aurais dû le dire, vous avez raison. Donc si ça m'est arrivé, je peux parler de moi? Bien sûr, au contraire. Ça m'est arrivé, comme j'ai perdu ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale, que j'ai moi-même été condamné à mort à l'âge de 6 ans et demi, c'est l'âge où on prend conscience de la mort, 6-7 ans. Quand le nazisme ne s'est pas effondré, le nazisme a été vaincu. Et pour moi, ceux qui avaient écrasé, ceux qui m'avaient sauvé, c'est-à-dire c'était les FTP, et là, c'était pas l'armée française, c'était les justes,
c'était les communistes qui, en écrasant l'armée nazie, m'avaient permis de vivre, m'avaient redonné la vie. Donc j'ai été très attiré par les jeunesses communistes qui ont été un grand moment de bonheur. J'avais plein de copains, on me disait ce qu'il fallait penser, on me disait les livres qu'il fallait lire. J'ai vu je ne sais pas combien de fois Bertolt Brecht, il y avait des films très beaux, très stéréotypés, qui montraient, comme Leni Riefenstahl, de l'autre côté, montraient des jeunes gens blonds, très beaux, et ils disaient c'est le nazisme qui a produit la race supérieure. Beaucoup de gens l'ont cru. Beaucoup de gens, pas plus bêtes que moi, ils l'ont cru. Et moi, j'ai connu des années de bonheur grâce au communisme. Malheureusement, j'avais des copains, j'avais des lectures, j'avais du théâtre, j'avais du sport. Je suis devenu bon élève à ce moment-là, parce que j'étais sécurisé par un groupe où j'étais très bien. Malheureusement, j'ai été envoyé à Bucarest, en Roumanie, pour le Festival de la jeunesse, et là, j'ai vu des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on me demandait de réciter. Et là, je commençais à douter, et c'est douloureux. Très douloureux. La récitation est un piège, parce qu'on n'a que des amis. On fait des clans, on se retrouve, on s'aime, on se retrouve entre gens qui adorent le même chef. Donc, si on a l'amour du même, on a la haine du pas même. C'est clair. Celui qui ne pense pas comme moi est un agresseur. C'est lui qui a commencé. Tous les régimes totalitaires se disent persécutés. Les nazis se disaient persécutés par les juifs. Ils nous dominent, ils nous exploitent. Ce qui se passe encore au Proche-Orient aujourd'hui. Et les communistes sont attaqués par les capitalistes qui renforcent l'aveuglement. Et donc, comment vous avez fait pour avoir le courage de quitter le communisme et tous vos amis? Alors, ça a été douloureux. C'est que j'étais à Bucarest et j'avais un jeune oncle. Il y a eu 3 survivants dans ma famille. Et ce jeune oncle s'est engagé dans les FTP Moy à l'âge de 17-18 ans. Beaucoup de Roumains étaient venus s'opposer au nazisme à Paris et à Lyon pour s'entrer dans la résistance communiste. La résistance gaulliste a eu aussi sa gloire, mais c'était à Londres, ils sont arrivés après. Et il m'avait donné les adresses de Roumains qui étaient venus combattre avec le FTP Moy en France. J'avais 4 ou 5 adresses. J'ai été les visiter, je tapais à la porte, je sonnais, un voisin apparaissait et me disait « sanatorium, sanatorium ». Je me disais « comment ça se fait qu'ils sont tous tuberculeux ?» J'ai mis longtemps à comprendre que sanatorium, ça voulait dire « mas sana insane corporum ». C'était les hôpitaux psychiatriques. Ils étaient tous partis en hôpital psychiatrique. Voilà. Qui était la punition, qui était pas du tout des hôpitaux psychiatriques. Si, c'était des hôpitaux psychiatriques où le largactyle venait d'apparaître et on leur donnait des doses énormes de neuroleptiques pour les empêcher de penser. C'est horrible. Et donc, vous avez compris à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez compris de voir qu'ils étaient tous... J'ai pas vraiment compris, j'ai douté. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes allé en Roumanie, vous avez vu que tous les gens qui avaient été des héros, qui avaient été résistants, avaient été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques par le gouvernement communiste, qui apparaissait donc beaucoup moins libre que vous ne pensiez à l'époque. Voilà, c'était l'époque de Georg Udelj, qui était pire que chez Ceausescu, mais les récits collectifs de l'époque empêchaient d'en parler, c'est-à-dire que si on n'en parle pas, on ne fait pas vivre ce témoignage. Alors comment vous avez osé Alors j'ai été voir Jacques Laurent et puis Canepa, et qui étaient les leaders que j'aimais beaucoup et que j'admirais beaucoup, et je leur ai dit « expliquez-moi », je n'étais pas hostile, je leur ai dit « expliquez-moi pourquoi ce que j'ai vu ne correspondait pas tout à fait avec ce que vous m'avez demandé de voir. Les mots donnent à voir. On voit ce qui est dit, on ne dit pas ce qu'on voit. On voit ce qui est dit. » Et au lieu de m'expliquer, ils m'ont dit « si tu crois des choses comme ça, c'est plus la peine de rester avec nous ». Donc ma carrière politique, qui avait commencé à 14 ans, s'est arrêtée à 16-17 ans. Et j'ai été malheureux, parce que je perdais mes amis, je perdais des soirées au théâtre, je perdais une utopie merveilleuse,
une belle utopie. Donc, je me suis retrouvé, mais je ne savais pas encore, dans la situation d'Hannah Arendt. Mais j'étais moins structuré pour affronter. Donc, j'ai décidé de me désintéresser de la politique et je redécouvre l'importance du politique par les théories de l'attachement. Et c'est important, ça. Il y a ce moment où on ose donc sortir de la récitation pour advenir à soi-même. On ose penser par soi-même, comme me l'a appris Hannah Arendt. Et c'est ça qui est quand même au cœur de votre travail. Et c'est ça, voilà. Et c'est comme ça que quelles que soient les critiques que j'ai entendues pour les théories de l'attachement, j'ai fait d'éthologie animale. Et tout le monde me disait, mais l'homme n'est pas un animal. La phrase que j'ai souvent entendue, tu rabaisses les enfants et les êtres humains au rang de l'animal. Je rabaisse rien, je rabaisse personne à rien. C'est-à-dire qu'un animal est un animal, un être humain est un être humain, et je ne rabaisse pas. Mais dans la pensée hiérarchique des gens qui acceptent facilement un langage totalitaire, si on parle des animaux, il y a des hommes, ça mène à la notion d'homme supérieur. Donc ceux qui ont la peau noire, les juifs, les handicapés, ils sont inférieurs, vous êtes bien d'accord. C'est-à-dire que ici, on a eu le détournement de Darwin, ça a été de transformer la sélection du plus apte en sélection du plus fort. Les dinosaures qui étaient les plus forts ont été éliminés parce que ce n'étaient pas les plus aptes à vivre dans ce changement de milieu. Et les rongeurs qui étaient loin d'être les plus forts sont devenus les plus aptes à vivre dans ce nouveau milieu provoqué avec une nouvelle végétation, une nouvelle chaleur. Ce qui se passe actuellement pour notre culture, où on est en train de vivre une révolution anthropologique. L'épanouissement des femmes en Occident invite fortement, oblige les hommes à renoncer à l'image viriliste, ridicule, qu'on leur enseignait dès les petites années, pour en faire des guerriers. Ça, c'est un autre fil de votre travail, sortir de la vision monolithique dans laquelle on enfermait les hommes et les femmes, prendre en compte cette extraordinaire évolution du changement des femmes. Les femmes n'étaient pas pensées comme des personnes, elles étaient pensées comme des ventres. On donnait les femmes en mariage pour faire du sacré, mettre au monde des âmes pour renforcer la religion, mettre au monde des garçons de préférence à des filles pour leur enseigner les métiers de la guerre ou pour les faire travailler au fond des mines, ce que j'ai connu quand j'étais médecin au chantier naval de la Seine. J'ai accompagné et soigné parfois des hommes qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an. Ils acceptaient parce qu'ils étaient chefs de famille. Les femmes étaient aliénées, leur corps, leur ventre appartenait aux prêtres, au père, à l'État, mais pas à elles. Ce que vous montrez du coup qui est passionnant, c'est contrairement à l'idée qu'on a ancienne, les hommes comme les femmes étaient victimes d'une vision qui réduisait les hommes et comme les femmes à un épanouissement possible. Mais si on reprend le fil de notre entretien, donc on voit bien que l'attachement est fondamental et la clé qui explique une forme de dimension sécure, mais n'est pas suffisant. C'est important d'articuler ça au fait de penser par soi-même, parce que l'attachement tout seul peut nous aveugler aussi dans une certaine forme de récitation. Il faut donc que l'attachement soit vraiment construit et nourri par le fait que je pense par moi-même et que je dialogue et que je m'ouvre à l'altérité, que je me remets en question. Et là, c'est un vrai attachement. Donc je deviens auteur de ce que je deviens. Je me muscle, c'est pas facile, mais je me muscle et je prends confiance en moi. Et je crois que c'est pas l'attachement qui aveugle, c'est l'amour qui aveugle, parce que Freud le disait clairement, il y a une relation amoureuse au chef totalitaire. Hitler a été adoré. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est il peut y avoir... D'accord, donc Hitler, c'est une relation amoureuse, mais le récit qu'on m'apprend, que je me raconte, ça, c'est plus juste la prison amoureuse. C'est quand même déjà une forme
comment le nommer, je sais pas si c'est pas une forme d'attachement, mais là il y a quelque chose qui se construit et qui s'élabore, mais qui m'aveugle aussi. Donc ça, je voudrais faire la distinction entre le récit comme récitation qui m'aveugle et qui fait que je ne suis pas juste dans la relation, juste dans l'émotion purement amoureuse, mais j'ai une vision du monde auquel je crois, de ce récit d'attachement dans lequel je peux me remettre en question et qui a conduit que vous ayez le courage de dire non à ce moment-là à l'aveuglement communiste. Voilà, d'accord. L'amour peut devenir aveuglant quand je tombe amoureux d'Hitler ou de Staline. Regardez aujourd'hui sur la planète le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. C'est toujours des pays en difficulté culturelle. C'est-à-dire que on est déboussolé. On ne sait pas, pas de sens, déboussolé. Dans quelle direction, quel est mon projet d'existence? J'en ai pas. Donc je suis déboussolé. Arrive un chef qui me dit, je sais d'où vient le mal. Le mal vient des étrangers, des juifs, des sorcières. Je me sens mieux. On me propose des solutions thérapeutiques. Il faut que je chasse les étrangers, que je fasse 1 ou 2 pogroms, que je brûle quelques sorcières et tout ira mieux. Je n'ai pas exagéré. C'est le programme qu'on trouve dans Mein Kampf. Et que des tas de gens, pas plus bêtes que moi, ils ont adhéré à un programme comme ça. Si ce n'est pas l'aveuglement, ça les euphorisait tellement qu'ils ont répété, il faut absolument brûler les quelques femmes par qui le mal arrive, faire des pogroms. Donc ça, l'attachement ne suffit pas à éviter une forme d'aveuglement. Il faut rajouter le fait de penser par soi-même. Voilà. L'attachement n'est libérateur, le lien libère que si on s'exerce, on est à un degré de responsabilité, que si on s'exerce à penser par soi-même. Alors là, on développe sa personnalité, on s'intéresse au développement d'autres personnalités, d'autres cultures, et là, on s'ouvre, on s'enrichit. C'est formidable de vous écouter. Parce que vraiment, voilà, j'espère qu'on a fait un peu le tour. On voit à quel point c'est une pensée très précise qui est la vôtre. Et vraiment, merci Boris d'être revenu dans Dialogue. C'est toujours extraordinairement exaltant de vous écouter. C'est un plaisir de dialoguer avec vous parce qu'il oblige à faire attention à ce qu'on dit et il oblige à bien préciser sa pensée. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.